Let's all stand and welcome Michael Jackson. Je ne pense pas avoir été trop strict avec lui, parce que j'ai réussi à en faire une superstar. Travailler avec lui, c'était comme travailler avec un gamin de 10 ou 12 ans, très doué, mais un peu arriéré. Il avait été battu. Il m'a embauché comme chorégraphe. Je suis le premier danseur de rue à avoir eu un tel travail. Quand on a commencé à vendre plus d'1 million d'albums par semaine, on savait qu'on avait l'un des disques les plus vendeurs de tous les temps. Écoutez des gens dire que vous avez comploté, extorqué, que vous êtes un pédophile, c'était horrible pour lui d'entendre ces mensonges. These will be my final show performances in London. Il faisait les répétitions du show, il répétait les danses, il répétait les chants. C'est sûr qu'il était épuisé, qu'il avait du mal à dormir. 1969. 5 jeunes noirs à la coiffure afro, 5 frères, révolutionnent la scène musicale américaine avec leur premier tube, I Want You Back. Le groupe s'appelle les Jackson 5 et son leader c'est Michael, 11 ans. Alors comment Michael Jackson est-il devenu star à l'âge de 11 ans? Voici l'histoire d'un enfant surdoué, parti de rien, et qui va conquérir le monde grâce à la musique. Tout commence à Gary, dans l'Indiana, une ville ouvrière de la banlieue de Chicago. Michael naît ici en 1958. La famille Jackson, ça ne s'invente pas, habite sur Jackson Street, dans cette petite maison. On habitait dans une maison avec 2 chambres, un salon et une cuisine. On avait mis 4 lits superposés dans l'une des chambres. C'est une vie extrêmement modeste, puisque le papa, Joe Jackson, est ouvrier. C'est un musicien amateur, la mère est mère au foyer, c'est déjà une famille nombreuse qu'en est Michael. Il y a 9 enfants, donc 9 enfants aussi à nourrir. Il n'y a que le papa qui travaille, famille très religieuse. Les gens se moquaient de moi au travail. Ils disaient « Joe Jackson a tellement d'enfants qu'il doit les faire dormir à tour de rôle. Il en fait dormir certains, puis il les réveille pour faire dormir les autres. » À droite, Michael, le 7e de la fratrie, joue avec ses frères dans le jardin de la maison. Ils s'amusaient bien durant ces années à Gary parce qu'ils s'entendaient bien entre eux, en famille. Michael était déjà très farceur, comme son grand frère Jackie. À cette époque, les enfants âgés de 6 à 15 ans n'ont pas le droit de sortir. Mais très jeunes, ils dansent avec leurs aînés. Ces images d'une fête chez les Jackson en témoignent. La musique, dans la famille, c'est sacré. Moi, Joe Jackson, en tant que noir, j'adore la musique. Tous les noirs aiment la musique. On écoutait beaucoup de groupes populaires. Et à force de les écouter, j'ai fini par comprendre les règles du chant et de la danse, et j'ai pu les transmettre à mes enfants.
Joseph Jackson va effectivement transposer chez ses enfants cette envie qu'il a de trouver les paillettes, le strass et le showbiz. Et à partir de ce moment-là, va se bâtir, oui, dans la tête de Joe Jackson, l'idée de former un groupe et de gagner de l'argent. C'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, Michael commence à faire de la musique avec ses 4 grands frères. Poussés par leur père, ils vont devenir les Jackson 5, un groupe qui rapidement va révolutionner la musique nord-américaine. Tous les soirs en rentrant de l'école, Michael chante avec ses frères, Jermaine, Tito, Jackie et Marlon. Joe est très dur avec eux, il ne leur laisse aucun répit. Il s'entraînait pendant 2 ou 3 heures, pratiquement tous les soirs. Et il recommençait le lendemain et le surlendemain. Il vivait dans un quartier malfamé où la plupart des gens finissaient en prison. Ces répétitions leur ont permis d'éviter les ennuis. Ce qu'ils n'ont pas eu, c'est l'occasion de rester dehors toutes les nuits, d'être corrompus par les gangs, de toucher aux drogues, de fumer des cigarettes et toutes les bêtises de ce genre. C'est ça qu'ils n'ont pas eu. Entre la délinquance et la musique, Joe Jackson a choisi pour ses fils, ce sera la musique. Et il est prêt à de gros sacrifices pour assurer leur réussite. Une partie de l'argent que je gagnais me servait à leur acheter des instruments. Naturellement, ça m'a valu quelques remontrances de ma femme, mais avec ces instruments, on a pu monter un vrai groupe. Après avoir remporté de nombreux concours, Michael et ses frères commencent à jouer le soir dans les clubs de Chicago. Michael, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, va faire des tournées dans des petits clubs, y compris dans des clubs de striptease. C'est le père, Joe, qui immortalise ses premières prestations avec sa caméra amateur. Pour les enfants, le rythme devient vite difficile. Les jours où ils avaient école, les clubs ouvraient leurs portes vers 22-23 heures. Notre show durait environ 1 heure. C'est quand même assez terrible de se dire qu'à 6-7 ans, il est à minuit en train de chanter et de ramasser les billets et les pièces des clients d'un club de striptease. Je me souviens de Michael sur scène à cette époque. Il adorait danser. Les spectateurs dans ces clubs savaient qu'il allait quitter la scène pour venir danser sur leur table, alors ils retiraient leurs verres. Il sautait de table en table, puis il remontait sur scène. C'était génial de le voir faire ça. Devant un tel succès, Joe Jackson décide de passer à la vitesse supérieure. Il envoie un enregistrement des Jackson 5 à la Motown. À l'époque, la maison de disques de Détroit inonde l'Amérique de soul music. La Motown, c'est Diana Ross, c'est Stevie Wonder, c'est Marvin Gaye, c'est les Temptations, les Four Tops, tous les groupes qui, à l'époque, sont des superstars au sein de la communauté noire. C'était les mecs que j'écoutais et que je regardais tout le temps. Ils représentaient la réussite noire à travers le monde. À l'époque, l'Amérique était très raciste et Berry Gordy voulait transcender le racisme par la musique. Berry Gordy, c'est le grand patron de la Motown. Et pour l'instant, les Jackson 5 ne l'intéressent pas. Il rejetait les cassettes, refusait le groupe, car il ne savait pas quoi faire avec des enfants. Il n'avait jamais travaillé avec des artistes aussi jeunes. Mais Joe Jackson ne renonce pas. À l'été 68, il embarque ses 5 garçons et part pour Détroit. Il entend forcer les portes de la maison de disques. J'ai pris la voiture et j'ai emmené les garçons passer une audition devant Berry Gordy et son équipe. Voici les images de cette audition légendaire. Au premier plan, Michael. Il n'a que 10 ans, mais sa performance est époustouflante. Ils ont été très surpris de découvrir leur professionnalisme.
Il voyait Michael chanter, danser, faire le grand écart, envoyer son micro en l'air. À la fin de l'audition, les contrats sont déjà sur la table. Berry Gordy sait qu'il vient de signer le contrat du siècle. J'ai toujours su repérer les talents avant qu'ils éclosent. Mais là, il faut avouer qu'il était impossible de se tromper quand on voyait Michael Jackson. Michael était différent de ses frères, car eux ne savaient pas vraiment danser. Lui pouvait danser et chanter, et il le faisait très bien. Sans plus attendre, à l'automne 69, les Jackson 5 enregistrent leur premier album. Et pour lancer leur carrière, Berry Gordy invente une histoire. La découverte du groupe sera attribuée à Diana Ross, l'une des grandes stars du label. Et il y a une émission de télé d'ailleurs, fameuse, où on la voit, elle dit « Regardez comme il est mignon, je les ai découverts, je les ai vus en concert, je me suis dit « Oh, c'est tellement bien, il faut qu'il fasse un disque ». I have the pleasure of introducing a great young star who has been in the business all of his life. He's worked with his family, and when he sings and dances, he lights up the stage. Here he is. To do our very first release on Motown. It's on sale everywhere. Voici le premier passage télévisé de Michael Jackson. Il n'a que 11 ans. Moi, je les ai découverts dans Hollywood Palace. Waouh! On pouvait s'identifier à eux, c'était des Beatles noirs. Ce premier single est directement numéro 1 des ventes. Personne ne résiste au sourire de Michael. Michael, on voit, c'est écrit sur son visage qu'il veut devenir star, il veut briller, il veut capter les regards et capter l'attention des gens. Il voulait être le meilleur, et ça se voyait. Et il travaillait aussi dur qu'il fallait pour y arriver. On voyait tous qu'il avait déjà un tempérament de vainqueur. Pendant 3 ans, Michael et ses frères enchaînent les albums et les concerts. Tito, Big Jackie, the mighty Jackson 5. En 1972, le groupe est devenu un véritable phénomène de société. Michael n'a que 13 ans. Ça va être le premier groupe de Noirs à faire la une du magazine Life, qui est l'équivalent du Match aux États-Unis. Avec des articles disant que c'est extraordinaire, c'est le rêve américain. Ils ont réussi grâce au travail alors qu'ils viennent de rien et sont devenus des stars. La success story des Jackson 5 fait même l'objet d'un dessin animé, diffusé tous les samedis matins, pendant 3 ans. OK, hit it, fellas! Dans mon quartier, quand j'étais gosse, tout le monde voulait devenir Michael Jackson. On mettait sa musique dans le garage, on chantait, on dansait. Every single and every album the Jackson 5 has put out has sold more than 1 million copies, and theirs is the only American group to have 4 consecutive #1 records. Do you get any part of what you made? Do you get an allowance, Michael? Right. How much do you get? How much allowance? About $7 a week. $7 a week. Michael n'a que quelques dollars en poche, et sa famille a changé de vie.
Les Jackson habitent désormais à Los Angeles, dans cette villa avec piscine. Et les fêtes qu'ils organisent ici n'ont plus rien à voir avec celles de leur maison de l'Indiana. Ils sont passés de leur petit 2 pièces à Gary à cette grande villa à Encino. C'était très différent pour eux. Ils partageaient toujours leur chambre, mais ils avaient beaucoup plus d'espace. Succès, argent, villa de rêve, la vie des Jackson ressemble à un conte de fées. Mais dans la réalité, Michael et ses frères vivent un enfer. Il y a en effet ce que l'on voit, ou en tous les cas ce qu'on nous montre, et puis en fait les coulisses, qui sont beaucoup moins heureuses pour Michael, mais pour tous les frères. Hein. Ils font jusqu'à 100 ou 150 concerts par an, plus la promotion des disques, les 45 tours, ils sont littéralement pressés comme des citrons. Les gamins pleurent, sont fatigués, et sont élevés à coups de trick, à coups de ceinturon, pour être des machines. Michael a désormais 16 ans. Ces 10 dernières années, il les a passées à travailler. Et cela fait longtemps qu'il ne va plus à l'école. Le succès pousse Joe Jackson à maintenir ce rythme infernal. Et il ne semble pas se rendre compte que ses enfants en souffrent. On dit que Michael n'avait pas de temps libre à cette époque à cause de sa carrière. Mais si, il en avait. Il avait ses frères et sœurs. Il pouvait parler avec eux, chanter avec eux, danser avec eux et s'amuser. In my life, I really had one vacation, and that was last Christmas. Outside of that, let me think what I did. I just stayed home. I watched television. I read a lot. Well, that's a treat. I mean, you know, that's a vacation when you have to go, when you're on the go all the time. Yeah, because we travel all the time anyway, in different countries. Just to get to stay home and paint. I know you paint beautifully. Oh, yeah. Je ne pense pas avoir été trop strict avec lui, parce que j'ai réussi à en faire une superstar. Pas juste une star, une superstar. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Pour le garder dans l'œil du public et faire en sorte que ses fans soient toujours là. Joe Jackson ne regrette rien. Et si, à l'époque, il maintient la pression sur ses fils, c'est pour les emmener au sommet. Michael always does right. No, not all the time. You know, Michael, he likes to lead. You know, he's the lead singer. Way we discipline Michael is sort of like cut down on his allowance a little bit. Yeah. Yeah, we don't give him this much money to spend. En 1976, cela fait 7 ans que les Jackson 5 ont signé chez la Motown. Et ils accumulent les succès. Sauf que la Motown, ce n'est plus suffisant pour Joe Jackson. Quand notre contrat est arrivé à son terme, on est parti. Personne n'avait jamais quitté la Motown. Joe Jackson l'a fait. Il y a l'idée, en allant chez CBS, de toucher non seulement un public plus vaste, mais un public plus blanc. Le père de famille manager signe donc chez CBS Epic, l'une des plus grandes maisons de disques américaines. Le groupe change de nom et s'appelle désormais les Jackson. C'était très controversé à l'époque parce qu'il signait chez un label blanc. CBS était considéré comme un label blanc et beaucoup de gens pensaient que l'on courait à la catastrophe. Et pourtant, cette nouvelle carrière s'annonce prometteuse. Mais des 5 frères de Chicago, un seul va vraiment tirer son épingle du jeu, et c'est Michael. Dès qu'on les a rencontrés, on a compris que la star, c'était Michael, et que ce qui comptait, c'était de l'avoir lui. C'est lui qui a ce que les Américains appellent la star quality, cette espèce de chose qui fait que les autres sont des habiles artisans, mais c'est pas des stars comme les Michael. Michael était tout simplement un génie dès le départ. 3 ans plus tard, à 21 ans, Michael prend son envol avec son premier tube solo, Don't Stop Till You Get Enough. C'est le disque qui marque l'émancipation personnelle, mais aussi artistique de Michael.
C'est lui qui a l'idée des chaussettes avec le pantalon trop court pour qu'on voit bien ses mouvements de danse quand il bouge les pieds. C'est lui qui décide du nœud papillon, du costume. C'est un vrai choix. Cette année-là, Michael Jackson s'affranchit du carcan familial. Voici comment le roi de la pop a fini par voler de ses propres ailes. À la Motown, Michael avait déjà à son actif plusieurs enregistrements solo. Le premier date de 1972. Il interprète la chanson-titre du film Ben. La chanson est formidable, c'est une très très belle ballade. Alors quand on l'écoute aujourd'hui, ça a vieilli, les arrangements sont un peu mièvres, mais elle est extrêmement sensible, elle touche beaucoup les gens. Sa voix lui venait des dieux. Il avait une capacité étonnante à émouvoir et à communier avec tout le monde. Cette ballade lui vaudra un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour la musique du film. Mais ce n'est qu'après sa signature chez CBS que les choses s'accélèrent. En 1977, Michael participe au tournage d'une comédie musicale, The Wiz. Il a alors 19 ans. Michael, qui a toujours rêvé de faire du cinéma, décroche un rôle, le rôle de l'épouvantail dans le film The Wiz, qui est l'adaptation du Magicien d'Oz, avec Diana Ross dans le rôle de Dorothy, qui est censée avoir 14 ans dans le scénario, qui en a 35 en réalité. He's gonna get me back home. Oh, that's nice. Thank you. And good luck. Ce film ne restera pas dans les annales, mais pendant le tournage, Michael fait la rencontre la plus déterminante de sa carrière. Il interprète des chansons du compositeur Quincy Jones, séduit par le talent du jeune chanteur. Je travaillais avec lui sur The Wiz. Il a rencontré Quincy Jones pendant l'enregistrement de la bande originale. Il est allé le voir et lui a dit « Je voudrais faire un album solo et j'aimerais que tu travailles avec moi. » Et ça s'est fait comme ça. Quincy avait déjà une grande carrière, il était très respecté. Les deux ensemble, ça allait être magique. Sorti en 1979, l'album Off the Wall se vend à 10 millions d'exemplaires et vaut à Michael un Grammy Award. C'est la première fois qu'un artiste noir obtient une telle reconnaissance. En parallèle, Michael continue de jouer avec ses frères pendant 5 ans, mais il licencie son père. Cet homme, Frank DiLeo, va devenir son nouveau manager. Il avait viré tout le monde, il n'avait plus personne. Les autres Jackson n'étaient pas vraiment contents parce que ça a toujours été un truc de famille. Ils jouaient ensemble, ils chantaient ensemble. Et là, tout est allé dans le sens de Michael. Du coup, pendant les tournées, ses autres frères ont dû apprendre à faire les chœurs sur les chansons de Michael. Michael reste en effet très proche du clan Jackson. En 1979, il peut encore profiter des grandes virées familiales du dimanche, sans se faire harceler par les fans. Ce jour-là, il est en Alabama avec ses parents et ses frères et sœurs. Michael a 21 ans, mais il se comporte toujours comme un adolescent. Et puis, il n'a pas pris conscience de son nouveau statut. Sur la route du retour, il demande au chauffeur de faire un détour pour passer à l'Armée du Salut, acheter des vêtements d'occasion. We're on our way to Alabama. That's right. Salvation Army tomorrow, Bill. Really, don't laugh. You find good stuff. Don't you, Tito? And other places would sell real expensive. I'm telling you. You're gonna be hitting them soon with the depression. Michael a gardé sa simplicité tout simplement parce qu'il n'a pas eu le triomphe qu'il espérait avec Off the Wall. Et ce, malgré les récompenses.
C'est ancré dans la mentalité des Jackson. Ils cherchent toujours un moyen d'atteindre le niveau supérieur. Et effectivement, il dit à Quincy Jones comme une prophétie, tu verras, le prochain album, ça sera l'album le plus vendu de tous les temps et j'aurai tous les Grammy Awards. Il dit à Quincy Jones qu'il veut faire l'album parfait, l'album de référence. En 1983, sa prophétie se réalise. Son nouvel album, Thriller, bat tous les records de vente. La force de l'album, c'est sa diversité. L'un des premiers tubes, Beat It, est un titre rock. Pour ce morceau, c'est le célèbre hard rocker Eddie Van Halen qui l'accompagne à la guitare. Quincy Jones avait essayé de contacter Eddie Van Halen à plusieurs reprises, mais Eddie pensait que c'était une blague, et il raccrochait au nez de Quincy. Il ne pouvait pas croire que Quincy Jones voulait qu'il joue de la guitare sur un album de Jackson. Une chanson finalement pour chaque public. On s'adressera aux blacks avec des titres très soul, à un public plus jeune avec des titres plus funk. Il y aura du pop, il y aura des guitares électriques, des vraies ballades. Mais Michael ne va pas se contenter de sortir un album à succès. Il pressent un changement important dans l'industrie musicale et il veut en profiter. La naissance de Thriller, c'est aussi la naissance d'un autre phénomène aux États-Unis qui est MTV, qui est une chaîne qui ne passe que des clips, une chaîne musicale, et qui ne passe pas de clips d'artistes noirs, ce qui est quand même assez hallucinant. Jackson se dit, il faut aussi que ma musique, que ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de vendre aussi, passe par ce vecteur-là. On nous accusait de racisme et de ne pas avoir de clips d'artistes noirs. Alors on devait trouver des stars afro-américaines qui pouvaient nous fournir de bons clips. Et forcément, après le succès d'Off the Wall, Michael Jackson était notre cible numéro 1. Michael sera donc le premier artiste noir sur MTV avec Billie Jean. Un clip qui tranche radicalement avec le style de l'époque. Certains se demandent encore quel est le rapport entre les paroles et la vidéo. En réalité, il n'y en a pas. Une idée de Steve Bayron, le réalisateur. À l'époque, je pensais que les clips qui suivaient le sens des paroles à la lettre ne fonctionnaient pas. Michael voulait quelque chose de magique. Il adorait Peter Pan. Alors je lui ai écrit une histoire avec des objets qui s'allument et de la magie autour. Le principal effet du clip, ce sont ces dalles qui s'allument lorsque Michael pose le pied dessus. Mais comme le budget est serré, il va falloir tricher. J'ai pris Michael à part lors de la première répétition pour lui dire que nous ne pouvions éclairer que quelques dalles. Il a regardé le sol et il m'a dit « Pas de problème, allons-y ». Jackson le fait au pif parce qu'il n'y a pas assez de sous pour allumer toutes les dalles. Donc il va repérer le chemin et il va essayer de mettre ses pas sur les dalles pour que les bonnes s'allument au bon moment. Soudain, il s'est mis sur la pointe des pieds, il a fait une pirouette, il a marché sur les dalles, il s'est remis sur la pointe des pieds. Je voyais ça à travers la caméra et je ne pouvais pas y croire. C'était phénoménal. En janvier 83, le clip passe en boucle sur la chaîne musicale et l'album Thriller, dont il est issu, bat tous les records de vente. Quand on a commencé à vendre plus d'1 million d'albums par semaine, on savait qu'on avait l'un des disques les plus vendeurs de tous les temps. Michael avait compris avant tout le monde la force des images et il ne va pas s'arrêter là. 1 an après la sortie de l'album, il veut faire un nouveau clip pour son 3e tube, Thriller.
Michael contacte alors le réalisateur John Landis, auteur des Blues Brothers et du Loup-garou de Londres. I was on holiday and I was with my wife and kid in London, just doing nothing. And my agent called me and said Michael Jackson called. And I went, little Michael Jackson of the Jackson 5? Les deux hommes sympathisent immédiatement, mais le plus dur reste à faire. Convaincre la maison de disques. Michael appelle Walter Zenikoff, le patron de CBS, qui nous dit clairement d'aller nous faire voir. Ça ne le faisait pas rire du tout. Son patron lui dit « Attends, t'es gentil, mais l'album est numéro 1, ça fait 15 semaines, qu'est-ce que tu me parles de dépenser encore de l'argent ?» Il avait gagné assez d'argent, c'était déjà plus que les Beatles. Il lui raccroche au nez. Du coup, Michael voulait le financer lui-même, mais je lui ai dit non, je te laisserai pas faire ça. Car le projet très ambitieux coûte 10 fois plus cher qu'un clip habituel. Et c'est l'assistant du réalisateur qui va avoir une idée, filmer les coulisses du tournage pour vendre un documentaire à une chaîne musicale. C'est ainsi qu'avec le clip de Thriller naît le making-of. Avec Thriller qui faisait 15 minutes et le making-of qui faisait 45 minutes, ça faisait un programme d'1 heure que nous pouvions vendre. On a payé pour avoir le clip et le documentaire. C'est le seul clip dans l'histoire d'MTV qui a été financé par la chaîne. On a eu notre budget et on a pu faire notre film sans aucun problème, c'était génial. De fait, Landis et Jackson ne vont pas seulement tourner un clip, ils vont faire un véritable film de cinéma avec un scénario, des chorégraphies et des effets spéciaux. Michael voulait juste que je le transforme en monstre, c'est tout ce qu'il voulait. John Landis découvre alors la vraie personnalité de Michael Jackson. À 25 ans, la star se comporte toujours comme un enfant. Travailler avec lui, c'était comme travailler avec un gamin de 10 ou 12 ans, très doué, mais un peu arriéré. Il avait été battu, et quand on a fait Thriller, il vivait encore chez ses parents. Moi, je voulais qu'il ait l'air d'un homme, alors je lui ai trouvé une jolie partenaire. Elle était top parce qu'elle était fan. Elle le regardait avec de grands yeux. Et ça donnait un petit côté sexy au clip, c'était parfait. Thriller est diffusé pour la première fois aux États-Unis le 2 décembre 1983, une date qui restera majeure dans l'histoire de l'industrie du disque. On l'a fait et ça a eu ce succès immense pour lequel nous n'étions pas préparés. Après ça, tout le monde dans l'industrie de la musique a considéré le clip différemment. Pour moi, ce qu'il y a de plus intéressant avec Thriller, c'est la danse. Je ne sais pas ce qu'elle a de spécial, cette chorégraphie. Quand tu vas sur Internet, tu vois des gens qui font la chorégraphie de Thriller et ils la font aux mariages, aux anniversaires, aux bar mitzvahs, aux enterrements. Mais si les chorégraphies de Michael Jackson sont devenues aussi populaires, c'est surtout parce qu'à cette même époque, il a révolutionné la danse. En mai 1983, Michael exécute pour la première fois devant les caméras
son fameux moonwalk et rend tout le public hystérique. Michael est parvenu à marquer toute une génération avec un seul pas de danse. Mais en est-il réellement l'auteur? Voici l'histoire secrète du moonwalk. Quelques semaines auparavant, Berry Gordy annonce qu'il va fêter les 25 ans de la Motown lors d'un grand show télévisé. Et pour cela, il lui faut Michael et les Jackson 5. On m'a dit que Michael ne viendrait pas parce qu'il faisait déjà trop de télévision. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit « Michael, je te connais, tu me connais. Ce n'est pas un simple show télévisé, c'est le 25e anniversaire de la Motown. » Et il a dit « Ok, je serai là. » Michael accepte mais refuse de se cantonner dans le registre de la nostalgie. Il veut marquer cette soirée par un coup d'éclat. Avant qu'il chante, il y a un numéro avec ses frères les Jackson. Les Jackson 5 sont arrivés et ont joué. C'était excellent. Tout le monde criait « Super !» Les Jackson 5 ensemble. Du point de vue de Berry Gordy, c'est ça la séquence clé. Mais Michael a imposé, après, de chanter une chanson solo. Personne ne savait ce qu'il allait faire. Il parle à la caméra et dit « J'aimais ces chansons ». Il parle des chansons des Jackson. C'était le bon vieux temps. J'adore ces vieilles chansons avec mes frères et Jermaine qui est revenu. I love those songs. Those were magic moments with all my brothers, including Jermaine. Et il a dit « Mais ça, c'était les vieilles chansons. Maintenant, je vais en jouer une nouvelle. » Et c'est là qu'il a fait Billie Jean. Les gens étaient déjà ravis parce qu'il faisait Billie Jean. Et là, il arrive au break de la chanson, et tout d'un coup, il fait ça, ça. Et pour la première fois, il glisse en arrière. C'est une des images les plus importantes de la danse et du chant aux États-Unis et dans le monde entier de tous les temps. On ne peut pas dire autre chose, c'est la grâce. Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, Michael est déçu par sa prestation. En coulisses, il s'effondre en larmes dans les bras de son chorégraphe. Il me dit « Ça ne s'est pas passé comme je voulais. Quelque chose ne va pas. » Je lui ai dit « Mais ça ne va pas ou quoi? Tout le monde a trouvé ça dingue. » Michael, lui, n'est pas satisfait. Il estime qu'il n'est pas resté assez longtemps en équilibre sur la pointe des pieds. Et il faut qu'il y ait un gamin dans les coulisses qui lui dit « Mais c'est hallucinant ce que tu as fait. » Et que le lendemain, Fred Astaire lui envoie un télégramme en disant « Ça y est, je sais qui est le successeur » pour qu'il prenne conscience qu'il a fait quelque chose qui va rester. Ce pas, que Michael baptisera le moonwalk, restera à jamais associé à son nom. Pourtant, ce n'est pas lui qui l'a inventé. Dès les années 20, les danseurs de claquettes l'exécutaient. Michael leur empruntera d'ailleurs d'autres pas de danse. Il a toujours reconnu finalement s'être inspiré. Il a toujours dit qu'il était une éponge. Fred Astaire, James Brown, Gene Kelly. On allait dans sa salle de projection et on regardait de vieilles vidéos. Tous les grands classiques, les grandes comédies musicales comme West Side Story, tous les films de Fred Astaire. Il voulait s'en inspirer. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare? Il est toujours concentré. Il sait exactement ce qu'il veut faire et s'il ne connaît pas, il va le chercher ailleurs. Car Michael ne se contente pas de reprendre ses vieux pas de danse, il les remet au goût du jour en les associant à des mouvements de hip-hop, la discipline des danseurs de rue. Pour cela, il fait appel à l'un des maîtres du genre, Jeffrey Daniel, ici à droite. Michael adorait notre discipline, alors il m'a embauché comme chorégraphe. Je suis le premier danseur de rue à avoir eu un tel travail.
Quand on a commencé à travailler ensemble, il vivait encore chez ses parents à Encino. Et au-dessus du garage, il y avait un endroit baptisé la galerie. Et c'est là qu'on s'entraînait. Tous les dimanches, on dansait et on a répété de nombreux pas de danse. Je lui ai appris les bases du locking. C'est tu bloques, et après il y a le popping. Car c'est Jeffrey Daniel, par ailleurs danseur du groupe de funk Shalamar, qui a le premier remis au goût du jour le backslide, ce fameux pas glissé en arrière. C'était dans la célèbre émission britannique Top of the Pops en 1982, un an avant que Michael l'immortalise. Quand Michael a fait le backside à la Motown 25, tous les autres artistes savaient que c'était ma danse, ma signature. Alors ils m'ont regardé comme ça, bouche bée. Je me suis tourné vers Michael et j'ai fait yeah. Ce show a vraiment compté dans le succès du disque. C'est ce qui a immortalisé Billie Jean quand il a fait le moonwalk. Un album qui bat tous les records de vente, des clips révolutionnaires, des pas de danse réinventés. Michael a 26 ans et entre dans la légende. Sa meilleure amie s'appelle Brooke Shields et il côtoie désormais les plus grandes stars, dont son idole de toujours, James Brown. Il a toujours voulu ressembler à James Brown. Mais à force de l'imiter, il a fini par faire mieux que James Brown. En 1984, Michael obtient 16 récompenses, dont 8 Grammy Awards pour l'album Thriller, un nouveau record. Il atteint en fait le stade qu'il avait toujours rêvé d'atteindre, c'est-à-dire qu'il est la superstar. Il a plus d'égal, je veux dire, il est devant tous les autres. Évidemment qu'il y a une satisfaction de l'ego, c'était très important chez Michael Jackson, là, sa place dans l'histoire. Michael savoure son succès, mais il va très vite déchanter, car il découvre en même temps le prix d'une telle notoriété. À partir de cette année-là, sa vie ne sera plus jamais la même. Il ne pouvait plus aller dans tous les endroits où il voulait. Il devait souvent rester enfermé chez lui. Mais c'était de plus en plus difficile pour nous de sortir. Il avait beau aimer ça, ça devenait pénible. En atteignant le bonheur suprême, finalement, il commence à découvrir aussi ce que c'est le malheur, ce que c'est que la déconvenue d'être une pop star épiée par le monde entier. Et c'est le début de la chute. Michael Jackson va d'abord mettre sa notoriété au service de causes humanitaires. Un an après le succès de Thriller, il rassemble les plus grandes stars américaines de la chanson pour lutter contre la famine en Éthiopie. Ensemble, ils interprètent une chanson qu'il a écrite avec Lionel Richie, We Are the World. Il y a, je crois, chez lui une vraie volonté de rendre une partie de ce que la vie lui a donné, parce qu'évidemment, il se rend compte de cette masse incroyable d'argent et de notoriété qui lui est tombée dessus. C'est quelqu'un qui, je crois, très naïvement aussi, réellement voulait sauver le monde, voulait faire le bien autour de lui. Il avait ce côté un petit peu angélique, avec toute la naïveté que ça suppose. Michael va récolter plusieurs millions de dollars grâce à cette opération et il ne va pas s'arrêter là. Désormais, il va consacrer une grande partie de son temps à des œuvres caritatives et va aussi y investir beaucoup d'argent. On a donné du matériel à chaque hôpital pour enfants, dans chaque ville où nous avons joué en Europe et en Amérique. C'était un homme très généreux et souvent il ne voulait pas que les gens le sachent. Je me souviens une fois, on était à Dallas pour rendre visite à un petit garçon qui était en phase terminale d'un cancer. Son rêve était de rencontrer Michael. Quand on y est allé, moi je n'ai pas supporté. Alors Michael est venu vers moi et m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Frank, ne sois pas triste, on est là pour ça, c'est notre devoir d'aider ces gens. » Michael Jackson versera plus de 400 millions de dollars à des œuvres caritatives. C'est l'un de ses records, plus méconnus, mais qui lui vaut les honneurs des plus grands chefs d'État. Il est reçu par Reagan à la Maison-Blanche, il est reçu par Bush. Il est reconnu, en tous les cas,
jusqu'à un certain point de sa vie et de sa carrière, comme l'exemple pour la jeunesse. Ce n'est malheureusement pas ce que l'on retiendra de lui à la fin des années 80. Car depuis qu'il est devenu une superstar, les médias s'intéressent aussi à sa vie privée. Et Jackson va commettre une erreur en voulant s'amuser avec la presse à scandale. Il va effectivement faire filtrer des rumeurs dont il va être à l'origine. La plus fameuse étant évidemment celle du caisson à oxygène. En janvier 1986, le journal britannique The Sun publie en couverture une photo de Michael Jackson dormant dans un caisson à oxygène. L'article prétend que la star y passerait ses nuits pour s'assurer une espérance de vie de 150 ans. Jackson était rentré dans une espèce de, pas de spirale, mais d'idée de faire de sa vie le plus grand show sur Terre. En disant à ses associés, voilà, moi je veux que chaque étape de ma vie soit un spectacle. Tout cela était donc pure manipulation. Voici la véritable histoire de cette photo légendaire qui a fait le tour du monde. Tout commence 2 ans auparavant. Alors qu'il tourne une publicité, Michael Jackson est victime d'un accident. Soudain, pendant le tournage, ses cheveux gominés s'enflamment et il ne s'en rend pas compte immédiatement. Michael sera brûlé au 3e degré. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Vraiment inadmissible. Parce qu'il a été sérieusement blessé. Suite à cet accident, Michael crée une fondation pour venir en aide aux grands brûlés. Et il offre à l'hôpital qui s'est occupé de lui cet appareil médical qui permet d'accélérer la guérison des brûlures. Il s'est fait prendre en photo par un médecin ou une infirmière. Et la photo est sortie. Mais non, il n'a jamais dormi dans un caisson à oxygène. Tout ce qu'il voulait, c'était l'essayer pour comprendre comment ça marchait. C'était utile pour les grands brûlés. La rumeur va pourtant courir pendant des années sans que Michael et son entourage ne cherchent à la démentir. J'ai dit à Michael qu'on ne donnerait aucune interview. Il a dit « Super, je déteste la presse ». Il est dans cette époque-là et aidé par son manager de l'époque, Frank DiLeo, dans l'idée qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et que plus on parle de vous, en bien, en mal, plus finalement vous laissez une trace et plus vous imprimez et imprégnez les mémoires. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'on va de plus en plus parler des rumeurs, de l'excentricité de Michael et plus d'une autre réalité qui est celle de son génie musical. C'est à partir de cette photo-là qu'une partie de la presse américaine et ensuite la presse mondiale commence à dire « bon, il est bien gentil, mais il est bizarre ». Et les rumeurs les plus folles vont continuer à circuler sur Michael Jackson. Michael Jackson rachète les ossements d'Elephant Man, Michael Jackson partage sa vie avec un singe. Certains médias américains finissent par le surnommer Wacko Jacko, Jacko le dingue. Alors en 1989, il réplique par un clip issu de son film Moonwalker, Leave Me Alone, laissez-moi tranquille. La guerre est donc ouverte entre Michael et la presse, mais l'emballement médiatique qu'il a lui-même provoqué ne s'arrêtera plus. Car il y a un autre aspect de sa personnalité qui suscite tous les fantasmes, sa transformation physique. Quand tu regardes la pochette de Off the Wall, c'était un beau jeune homme, il avait l'air vraiment séduisant. Et même s'il avait déjà subi des transformations au moment de Thriller, il était encore très beau. Mais je l'ai vu sur la fin. On aurait dit le fantôme de l'opéra. Il avait l'air bizarre. Au fil des années, la peau de Michael Jackson s'est effectivement éclaircie de façon étonnante. Au départ, il y a une raison médicale à cela, une maladie de peau, le vitiligo. Le vitiligo en lui-même, si vous voulez, est une maladie qui est assez rare. Le traitement n'existe quasiment pas. On pourrait presque parler d'une infirmité plus que d'une maladie. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help.
Le vitiligo est apparu chez Michael Jackson à l'âge de 20 ans, provoquant quelques plaques de dépigmentation irréversibles. Et pour masquer ces taches, il n'existe qu'un seul remède. Certains dermatologistes ont proposé, à partir du moment où il y a plus de 30% de la peau atteinte, de blanchir le reste. Et c'est ce que Michael va faire grâce à cette crème à l'hydroquinol, un produit interdit en Europe. J'étais très choqué. Je lui ai dit que c'était de la folie. Ça fout la chair de poule. Il était devenu complètement blanc. Il se faisait blanchir, c'était tordu. C'était surtout dangereux. Après ce traitement, la peau de Michael Jackson est devenue extrêmement sensible aux rayons du soleil, lui interdisant toute exposition prolongée. D'ailleurs, on voit tous les préparatifs, les chapeaux à large bord, les masques, les maquillages et les grands parapluies, les gants que portait Michael Jackson. Quelqu'un qui se dépigmente est presque obligé de se priver de soleil. Mais Michael Jackson a peut-être utilisé ce prétexte médical à d'autres fins. Éliminer toute ressemblance avec la personne qu'il craint le plus, son père. Son père, qu'il déteste, il va aller jusqu'à dire dans une interview dans les années 90 qu'il vomissait à l'idée de le voir arriver tellement il lui faisait peur. Et son père l'insultait souvent en l'appelant grosse patate, gros nez, des choses comme ça. Donc, il a quand même, dès le départ, une espèce de haine de lui-même. Ce qui expliquerait une autre de ses métamorphoses, la transformation de son nez. Michael Jackson reconnaîtra n'avoir subi que 2 interventions chirurgicales, mais les experts n'y croient pas. Chaque fois que vous opérez le nez, vous coupez, vous décollez. Ce cartilage peut en souffrir jusqu'à parfois s'effondrer. On a même l'impression, sur certaines photos, qu'il porterait une épithèse, c'est-à-dire une partie du nez artificiel qui est posée, collée et maquillée. Dire qu'il n'a pas subi plusieurs opérations du nez, ça irait à l'encontre d'une logique de l'expertise, si vous voulez. Il trouvait que c'était joli, il aimait ça. Il y a quand même une part de lui-même où il s'auto-détestait. Qu'il ait une addiction à être un être hybride qui n'existe pas, et à essayer de faire disparaître toutes les traces ethniques de ses racines, si vous voulez, c'est fort probable. Voilà donc ce que cherche Michael Jackson. Devenir un personnage sans âge et sans couleur de peau, un être irréel, unique et universel à la fois. Ce n'est pourtant pas cet aspect de sa personnalité qui va le plus intriguer l'opinion publique, mais sa volonté de vivre exclusivement entouré d'enfants dans un monde qu'il va lui-même créer, Neverland. Yeah. And we're going, how many eggs are there? 45. How many? 45. 45? Yeah. We're looking for 45 eggs. Voilà à quoi ressemble la vie de Michael Jackson au début des années 90 à l'intérieur de sa propriété privée de Neverland. Ces images sont issues de ses vidéos personnelles et les commentaires que l'on entend sont les siens. Whoever finds the golden egg gets the biggest prize. Most kids never call me by a name Michael, either Applehead or another name which I don't want to say. It's not a bad one. Ce jour-là, la star passe des heures à chercher des œufs de Pâques et il semble y prendre autant de plaisir que les enfants qui l'accompagnent. Alors comment une star mondiale de 33 ans, milliardaire, peut-elle s'épanouir autant dans des jeux d'enfants? Voici les véritables raisons qui ont conduit Michael Jackson à renoncer au monde des adultes. Tout commence en 1987, lorsque Michael Jackson sort un nouvel album, Bad. Pour faire oublier les rumeurs, il veut surprendre musicalement et changer son image. Alors dans ce clip, réalisé par Martin Scorsese, il s'invente un nouveau personnage, le mauvais garçon inoffensif.
Ces paroles ont un double sens. Parce que that's bad, c'est mauvais. En argot américain, à l'époque, ça veut dire c'est cool. Et Michael enchaîne avec un deuxième tube, renouant avec l'esprit des films de gangsters de Chicago, mais toujours dans la même logique. Smooth Criminal. La chanson, Smooth Criminal, va encore dans le sens du désir de Michael d'avoir une image moins lisse. Celle d'un criminel qui était gentil, car il faisait les choses smooth, en douceur. Il avait vu un film dans lequel Fred Astaire entrait dans un club avec un chapeau et un costume. Il y avait un type qui faisait une espèce de danse bizarre et Michael a fait « c'est trop cool ». Car là encore, Michael veut se renouveler avec de nouveaux effets spéciaux et un nouveau pas de danse mythique, le lean. Un pas de danse improbable dont son auteur nous livre le secret. Il y a des crochets qui sortent du sol et dans les talons de nos chaussures sont cachées des fixations qui, quand on glisse dessus, se prennent dedans, comme ça. Sous nos pantalons, on portait un harnais.